Hem, la première question est toute simple, c'est est-ce que toi, la situation, la crise, et tout ce qui a été mis en place, ça te convient? Non, ça me convient pas. Ah oui mince, faut que je non, les mesures qui ont été prises dans la crise sanitaire me conviennent pas. En tout cas, ils me conviennent plus et je pense que c'est ça qui est important de dire. C'est qu'il faut pas qu'on soit vus comme des enfants capricieux, égoïstes et cetera, parce que ce n'est pas le cas. Parce que là, ça fait 1 an qu'on ne vit plus, enfin qu'on vit à moitié, voire moins, qu'on voit plus personne, qu'on est enfermé dans des 20 mètres carrés ou moins, qu'on n'a plus de vie sociale, qu'on n'a plus de cours, que tout ce qui faisait du sens dans notre vie n'existe plus. Mais au début, on était d'accord. D'ailleurs, au début, il n'y a pas du tout eu de rébellion étudiante, ce qui, enfin, très peu. Parce que c'était logique, si on pouvait si s'arrêter de vivre quelques semaines, voire quelques mois, ça permettait de sauver des vies, OK, c'était normal. Mais là, on arrive à un point où on voit bien que l'issue qu'on nous fait miroiter depuis le début, elle arrive jamais. On voit bien que l'immunité collective, ben, ça marche pas parce qu'on n'a aucune, enfin, on sait pas, on n'a pas d'informations sur l'immunité à long terme, et cetera. Le vaccin, déjà, on n'est pas en mesure de le prodiguer pour l'instant. Et puis, même s'il était prodigué, on ne sait pas quels effets à long terme ça aura. Et quand bien même on arriverait à endiguer le coronavirus, tous les épidémiologistes sont d'accord sur le fait qu'il faudra s'attendre à une multiplication de ce genre de crise à l'avenir. Donc, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, il faut arrêter de nous dire que c'est le dernier effort, que allez, allez, vous faites ça et ensuite on revient à la normale. Ça n'existe pas, ça ne sera pas le cas. Donc là, il faut arrêter de, de faire comme si on était dans l'urgence. On n'est plus dans l'urgence. Il faut penser à demain. Il faut penser au futur. Et est-ce que détruire les générations de demain pour sauver celles d'hier, c'est pertinent? Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais je pense qu'il faut qu'on se pose la question en ces termes-là, parce que c'est ça qu'on est en train de faire. C'est pas juste sauver des vies. Voilà. Écoute, déjà félicitations parce que je pense que tu vas apparaître dans le documentaire, c'est super intéressant et personne l'avait dit comme ça et je trouve ça cool, grave cool. C'est ouais, on peut s'arrêter là en fait si tu veux. C'est vraiment moi j'ai ce que je voulais. Est-ce que tu penses que tes cours en distanciel enfin, en fait tes cours ont perdu en qualité en passant en distanciel? Je pense que d'une part, mes cours ont perdu en qualité parce que les profs, ben forcément, ils ont pas forcément l'habitude, et cetera. Et puis forcément, un cours en Zoom, c'est beaucoup moins dynamique. Il y a ça d'une part, genre le contenu du cours qui a perdu en qualité, mais aussi et surtout, je pense, mon investissement dans mes cours. C'est ça qui, enfin, et c'est pas que moi. Moi, la moitié de mes amis, on est en décrochage scolaire. On a les yeux qui saignent à la fin de la journée. À un moment donné, c'est bien beau le droit administratif, mais ça vaut pas qu'on perde la vue. Donc on suit plus les cours. C'est ça surtout. J'ai l'impression d'avoir rien appris, vraiment, en 1 an là. Je comprends assez bien. Et ta relation, enfin, la relation que tu pouvais avoir avec les profs, est-ce que c'est quelque chose qui te manque, les interactions, les discussions entre les deux cours, ce genre de choses? Oui, totalement. Ben, on n'a plus du tout de relation avec les profs et même, c'est hyper dur de les joindre, en fait, mais pour des trucs tout cons. Genre moi, je me suis retrouvée avec un 0 sans explication. Ça m'a pris 2 mois pour, dire à la prof: «Ah, vous m'avez mis un 0 alors que c'est pas normal» et tout ça. Et tout ça, c'est du stress en plus qui se rajoute, qui se rajoute. On doit faire des efforts pour tout. Alors qu'en temps normal, tu sors, à la fin du cours, tu vas la voir, tu dis: «Ah madame, nanana». Et puis même l'interaction, en cours, il y a zéro interaction, pour se faire expliquer les trucs, ouais, c'est nul. Enfin mes profs, on les connaît plus et d'ailleurs, pour, choisir mon master, parce que je veux, faire un master en dehors de Sciences Po, j'ai besoin de lettres de recommandation et c'est hyper triste parce que qui va me recommander? Personne me connaît. Tous mes profs m'ont dit: «Ah, je suis désolée, je vous connais pas». Bah oui, c'est normal. Je peux pas leur en vouloir, de pas me faire de lettre de recommandation. Ils me connaissent pas, ils m'ont jamais vue, ils savent pas qui je suis. Mais du coup, nous, on fait comment? Et encore, moi, je suis en troisième année, mais ceux qui sont,
ceux qui doivent trouver des stages et tout, c'est encore pire. Mais bon, ça n'a rien à voir avec la question. Non, non, mais en fait, c'est fou parce que tout ce que tu me dis pour l'instant, c'est des trucs super intéressants et que personne n'a dit. Mais le vent tourne, Luna, hein, le vent tourne. Euh, est-ce que vous faites beaucoup de cours en visioconférence ou c'est majoritairement du PDF ou des ressources sans interaction que vous avez avec les profs? Attends, je vais enlever Facebook parce que ça me fait du bruit. Est-ce qu'on a beaucoup de cours en visio? En fait, à Sciences Po, on a une partie des cours. Attends, je vais regarder précisément. On a une partie des cours qui sont traditionnellement en amphi, donc tout cela c'est en visio à distance. Soit c'est des visios, alors en plus, des fois c'est juste des vidéos, c'est juste les profs qui s'enregistrent, ils te mettent ça, mais tu as zéro moyen de, enfin pas renvoyer un mail, mais tu n'as aucune interaction. Des fois on a des cours en Zoom à distance du coup, mais pareil, pas en petite classe, où personne met sa caméra, à part le prof. Et après, on a des cours traditionnellement en petite classe qui, eux, sont en petite classe. Oui, on est genre une vingtaine. Donc, et cela, c'est en conférence Zoom. Et est-ce que vous utilisez beaucoup l'onglet discussion, que ce soit sur Zoom ou d'autres outils de visioconférence? Et est-ce Ben, que les écrits qui sont, enfin les échanges écrits qui sont mis dedans, ça reste vraiment sérieux et professionnel ou ça part un peu en bordel? Parce que personnellement, l'expérience que j'ai eue des cours en visio, les élèves se lâchent à mort et ça dérange grave les profs, quoi. ah bon? Ah, mais putain, nous, on n'est pas du tout comme ça. Nous, je pense que, je sais pas, à Sciences Po, il y a quand même un peu cette volonté de garder une image sérieuse vis-à-vis du prof et tout. Les gens déconnent pas du tout dans le chat. Et quand ça arrive, les profs sont contents parce qu'ils voient qu'on est là, quoi. Non, non. Moi, ce que j'aime bien, l'onglet chat, on l'utilise pas du tout pour interagir avec le prof. Parce qu'en plus, à chaque fois qu'on l'utilise, le prof, il a ouh là là, attendez, il s'arrête, il fait chier. Du coup, on se dit, ah, ça fait chier tout le monde. Alors, j'ai un chat, attendez, laissez-moi voir. Touc, 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 tididou. Ah, ça enregistre toujours, vous m'entendez? Excusez-moi, les micros là. Oui, non, il y a quelqu'un qui a éternué. Vous voulez intervenir? Bon, alors, du coup, c'était merci pour la réponse. Ok, bah de rien. Et voilà, on a perdu 10 minutes de cours. Donc, donc on n'utilise pas trop l'onglet chat. Ok. Mais par contre, moi j'aime bien l'utiliser parce qu'en vrai, ce qui est bien quand tu vas en cours aussi, c'est d'avoir les élèves autour de toi et de pouvoir discuter, de pouvoir papoter, quoi. Même si, voilà, il ne faut pas le faire à la maison, mais tout le monde le fait, c'est, voilà. Et ben, du coup, moi j'essaye de, comment dire, d'utiliser ce petit onglet de chat pour discuter avec mes camarades. Donc quand je vois que j'ai des amis connectés, tu sais, tu peux envoyer des trucs privés à des gens. Sauf que maintenant, les profs ont enlevé ça. Donc ma seule interaction sociale est morte. Parce que maintenant, on est obligé d'envoyer à tout le monde. Cette interview va être si long parce que tu me fais vraiment beaucoup rire, putain. Ok, d'accord. Donc j'ai Oui, l'air triste. Moi, je veux dénoncer la précarité étudiante. Je suis genre, ouais, c'est super nul. mais aussi, tu fais des blagues. Euh, ok. Ce que je voulais savoir aussi, c'est est-ce que toi, tu as une bonne connexion Internet et un lieu où travailler qui soit propice? En fait, est-ce que l'installation dans laquelle tu vis impacte vraiment tes études? Alors, déjà, ben là, par exemple, les 2 semaines dernières, j'étais confinée chez mes parents parce que j'étais descendue les voir parce que j'avais des rendez-vous médicaux. Et bim, j'ai appris que j'étais cas contact, j'ai fait le test, j'étais positive, donc j'ai dû m'isoler 2 semaines. Et donc là, c'était affreux parce que j'habite au fin fond de la Cambrousse, pas de connexion Internet. On était à 6 à la maison parce que du coup, mes frères et sœurs étaient cas contact aussi, donc ils ne pouvaient pas aller au collège-lycée. Donc on était 6 à la maison, avec une seule pièce qui avait la Wi-Fi, avec tout le monde qui avait ses cours en ligne. Donc je pense que la phrase que j'ai le plus lue
de toute la semaine était votre connexion est instable. Voilà, avec toujours les gosses et tout qui crient. Enfin, voilà, c'était vraiment pour le coup peu pratique parce qu'en plus, mes parents travaillent depuis la maison, puisqu'ils sont à leur compte et tout ça. Donc, ils passaient des coups de fil tout le temps et tout. Moi, je devais me concentrer sur la macroéconomie monétaire, là. Donc ça, c'était pas pratique du tout. Sinon, là, je suis remontée à Bordeaux et ben, je vais te montrer. J'ai pas vraiment de bureau, en fait. J'ai une petite table. Je sais pas si tu vois, mais c'est vraiment petit. Du coup, je suis assise sur mon lit. Donc, c'est pas non plus hyper propice au travail parce que le lit m'appelle. Mais sinon, non, en vrai, ici, ça va. Je descends dans le salon, ça va, ça va. Au début, on a eu des problèmes de connexion. Et on a... Enfin, oui, on a parfois des problèmes de connexion, mais on n'est pas du tout les plus à plaindre. Ça va. Et pour ce qui est de la licence, est-ce que les différents élèves s'entraident beaucoup, restent en contact et se tiennent au courant de l'état de chacun et chacune? Alors là, je vais te raconter un truc. Parce qu'il s'est passé un truc à Sciences Po. Donc, en fait, bon, moi, je pensais que j'étais la seule à craquer. Je pensais que voilà, tous les autres vivaient le truc beaucoup mieux. Je ne sais pas par quel sort, parce que quand on était en classe, tout le monde avait l'air d'aller bien, personne n'en parlait et tout. Jusqu'au jour où, en fait, Sciences Po a fait une enquête santé pour ses étudiants et tout. Donc, les résultats ont été assez catastrophiques. C'est genre la moitié des élèves ont peur d'être en échec scolaire, des trucs comme ça. Bon, il y a eu ça. Et surtout, il y a eu les syndicats étudiants qui demandent depuis le début de l'année de supprimer ce qu'on appelle les galops d'essai, qui sont des dissertations de 4 heures le samedi matin, sachant qu'en fait, on est vraiment surchargé de travail parce que le truc à distance, ça rajoute du travail, plus le fait qu'on craque psychologiquement, on n'est plus capable de soutenir cette cadence, quoi. Et donc voilà, donc il y a eu un peu un combat entre les syndicats étudiants qui disaient on n'en peut plus, on enlève les galops, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En plus, ça sert pas à grand chose parce que. Enfin bon, bref. Et l'administration qui disait, qui du coup nous prenait un peu pour des enfants capricieux, encore une fois, et dont l'argument était non, mais on va pas réduire la qualité de l'enseignement à Sciences Po, non, 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 voilà, il fallait forcément garder cette rigueur, sinon le diplôme Sciences Po valait plus rien, etc. Et en fait, donc on a eu ce premier galop le week-end dernier, on devait faire une dissert de culture G, et on s'est mobilisés. Enfin, donc il y en a certains qui ont dit on boycotte le galop, on rend page blanche. Moi j'ai dit non, on va faire mieux, parce que si on rend page blanche, ils vont encore nous dire qu'on est juste des gens capricieux qui n'avaient pas envie de se lever un samedi matin. Du coup, on a tous rendu, enfin tous, une bonne partie a rendu des lettres ouvertes à l'administration en leur expliquant dans quel état on était, pourquoi on craquait psychologiquement, pourquoi on n'acceptait plus d'être les seuls, quasiment la seule part de la population à faire des efforts et, et à plus avoir de vie, quoi. Qu'on ne comprenait pas pourquoi les magasins étaient ouverts pendant les soldes et pas les universités pour des cours en petite classe. Et surtout, voilà, qu'on n'en pouvait plus et que ça n'avait aucun sens de vouloir absolument valoriser le diplôme, l'enseignement, si on détruisait ses étudiants. Donc voilà, on a tous envoyé des lettres ouvertes. Et en fait, je me suis rendu compte déjà à la mobilisation dans ma classe, on était un peu plus de la moitié, mais ce qui est énorme pour des sciences pistes, parce que tu as toujours la peur de passer pour celui qui ne travaille pas et tout. Donc il y avait la moitié, un peu plus de la moitié qui a rendu ces lettres ouvertes-là, et tous ceux qui ont fait le vrai exercice ont mis un préambule en disant je soutiens le truc, mais j'avais pas le courage de le faire, quoi, en gros. Parce qu'on risquait de prendre un zéro. Et du coup, j'ai demandé aux gens de ma classe, que je n'ai jamais rencontrés hein, pour la plupart, de m'envoyer leurs lettres si ça leur disait. Et en fait, du coup, avec ce mouvement, c'est créé un peu une solidarité. Et surtout, je me suis rendu compte qu'on craquait tous, quoi. Et qu'on craquait tous gravement, enfin, pour une bonne partie. Et ça m'a vraiment étonnée. Et même ceux à qui j'ai envoyé ma lettre aussi étaient hyper étonnés de me savoir comme ça. Parce qu'au travers d'un écran, tu souris pendant 1h30 et voilà. Mais
Mais voilà, donc c'était quand même un peu un exutoire, ne serait-ce que d'écrire cette lettre et de se la partager entre nous, et du coup de se rendre compte qu'on était tous dans la même merde et tout ça. Et surtout, on a réussi à avoir la suppression des galops, parce que l'administration a flanché, ce qui est pas une mince victoire. Voilà. Mais donc, du coup, il y a eu un peu un élan. Et là, ah oui, autre truc qui m'a fait penser à ton documentaire. Mercredi, notre association d'éloquence a organisé alors je sais plus comment ils appellent ça, mais un événement où en gros ils mettront à disposition un micro et tu peux préparer ton texte ou juste préparer les choses que tu as à dire. Et le but c'est de faire entendre de la part des professeurs et des étudiants notre détresse un peu à l'administration et au reste du monde pour qu'elle soit prise en compte. Voilà, ça c'est mercredi. Mais du coup, ça a un peu impulsé un truc de on n'accepte plus. En fait, on peut pas juste dire oui, 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 se laisser écraser et c'est tout, et se plaindre à nos proches. Il faut qu'on soit acteur du truc et essayer de faire bouger les choses parce que sinon, ça bougera pas. Puisqu'on n'est pas des acteurs économiques encore et que on pèse forcément moins dans les décisions politiques à moins de faire du bruit. C'est très intéressant. Est-ce que toi, malgré tout ce qui a été mis en place, les restrictions et remontrances, etc., tu peux continuer à avoir beaucoup de monde ou au contraire, tu es vraiment impacté par l'isolement? Non, en vrai, non. Pour être honnête, ça va. Déjà, je suis en coloc. Ça, je pense que c'est une chance énorme parce que ceux qui sont vraiment tout seuls, je ne sais pas comment ils font. Et puis, j'ai aussi la chance d'être à Bordeaux, que ce ne soit pas ma première année dans cette ville, donc je connais des gens que j'arrive à voir, etc. Mais je sais que les premières années, c'est horrible pour eux. La moitié, ils veulent partir de Sciences Po parce que forcément, tout leur paraît hyper compliqué. Ils sont là, ils connaissent personne, ils ont rencontré personne, ils ont juste l'impression d'être nuls, de rien comprendre, qu'on leur demande beaucoup trop de travail, qu'ils sont pas capables. C'est vraiment dur pour eux. Nos filleuls, parce qu'on a des filleuls de première année, euh, on les appelle, ils pleurent, quoi. Voilà. Ouais, non, mais c'était pour tous les niveaux. Est-ce que tu trouves que par les profs, ou en tout cas plutôt par les profs quand même, il n'y a pas assez de suivi scolaire en ce moment, même si évidemment, l'université, c'est l'université, il n'y a jamais eu énormément de suivi. Mais là, il y a quand même un plus gros besoin. Est-ce que tu trouves qu'il y a assez de suivi? Alors déjà, je pense que mon expérience n'est pas forcément représentative parce que je suis pas à l'université. Et je pense que c'est assez différent entre Sciences Po et l'université. Parce qu'on du coup, on a des profs quand même de petites classes qui sont censés nous suivre plus et tout, et qui le font pas trop, mais je pense que c'est un manque de volonté. Ça dépend, en fait, ça dépend beaucoup des profs. Ça dépend beaucoup des profs, j'ai l'impression. Et puis nous, est-ce que nous non plus, on demande pas. J'ai l'impression qu'on demande pas trop de suivi, on les relance pas parce que chaque truc à faire nous paraît un truc en plus. Donc là, enfin, moi, je vis vraiment ça en étant presque passive dans le sens où j'essaye de faire ce qu'on me demande de faire, j'y prends aucun plaisir, j'essaye pas du tout de faire plus parce que je peux même pas faire ce que j'ai à faire. Donc je vais pas aller relancer un prof ou lui demander de l'aide ou quoi. Mais après, il y a des profs, tu vois, notre prof de culture G, justement, à qui on a envoyé ses lettres ouvertes et tout, bon, il les a pas encore lues, mais on en a parlé un peu avec lui. Et d'ailleurs, c'était marrant, il y a un peu avant ce mouvement, il nous avait dit oui, on entend dans les médias et tout que les étudiants vont pas bien, mais pourtant, moi, quand je vous vois là, vous êtes tout pimpant, tout beau, ça a l'air d'aller, non? Et du coup, on était là.
vraiment, c'est l'image qu'on renvoie, mais donc il y a notre délégué de classe qui avait pris la parole, qui avait dit non mais monsieur, c'est pas parce qu'on sourit devant notre caméra qu'on est heureux, on va vraiment pas bien et tout. Et du coup, le gars avait été étonné. Donc je me dis, s'il y a une telle distance entre ce que les gens pensent et ce qu'on vit vraiment, c'est un peu grave. Enfin, ouais. Et pourquoi je dis ça? Oui, non, mais au final, lui, par exemple, il avait été assez compréhensif et tout ça. Il nous avait dit, bon, si vous avez besoin de parler, on est aussi là pour ça en tant que prof. Mais qui va parler à un prof qui connaît pas, quoi? Enfin, le type, on l'a jamais vu, on lui a jamais parlé, et je me vois pas du tout lui envoyer un mail en lui disant, monsieur, ça va pas? Donc je pense que c'est pas forcément un... Peut-être qu'il y en a qui s'en foutent, mais je pense que la plupart des profs, ils sont aussi affectés par cette crise parce que ben, s'ils ont décidé d'être enseignants, c'est pas pour passer leur vie devant des écrans noirs non plus. Et c'est surtout que le manque de relationnel, quoi. Ça se remplace pas, le contact humain. Même par des mails, même par une vidéo, quoi. T'as pas mis ton micro. Merde, je l'ai pas remis. Ouais. On parlait des profs pour se concentrer un peu sur l'administration. Est-ce que tu trouves que vous êtes assez mis au courant des évolutions et des décisions qui sont prises ou que vous êtes vraiment ballotté, quoi? Des décisions qui sont prises au niveau de l'administration ou au niveau de la France, du gouvernement? Bah, du coup, les décisions prises par le gouvernement, les décisions prises par la fac, en fait, tous les changements qui vous impactent, quoi. Pour les décisions qui sont prises au niveau national, je me demande bien pour qui c'est clair en fait, hein. Parce que j'ai discuté avec le directeur et même lui, il avait l'air un peu perdu parce qu'entre les directives qu'ils reçoivent du gouvernement, ce qui est dit par le Premier ministre, ce qui est dit par Monsieur Macron, des fois il y a des incohérences juste comment dire, des laps de temps et tout ça. Donc déjà, c'est pas forcément clair pour eux. Mais bon, après, nous, ça, est-ce que c'est à la fac de nous en informer des décisions gouvernementales et tout? Je sais pas, je pense pas. Je pense que c'est à nous de regarder si ça nous intéresse. Mais par contre, eux, quoique, je sais pas s'ils devraient nous informer de ça. En tout cas, ils le font pas. Et, et sur les décisions administratives, ils nous informent, mais je t'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Donc, donc il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. C'est assez malheureux. Je sais que là, par exemple, c'est autorisé pour tous les niveaux maintenant, de revenir à un taux de 20% d'occupation de l'établissement. Nous, on a eu écho de encore zéro changement, alors qu'à Sciences Po Grenoble, ils ont déjà repris les cours un jour par semaine. Donc, je pense que ça dépend aussi des écoles. Et aussi un truc très con, par exemple, ce truc de 20% d'occupation de l'établissement, il y a des établissements où on peut faire beaucoup plus. Nous, à Sciences Po, on a la chance d'avoir des grands locaux, des petites classes. On pourrait respecter les gestes barrières et faire plus que 20% de nos cours. Mais bon après, ça demande du temps, de l'adaptation. Mais je pense que en fait, le gouvernement pourrait faire confiance aux établissements pour qu'ils fassent le mieux possible, quoi. Je pense pas que ce soit à l'Élysée, à Paris, de décider qu'est-ce qui est le mieux, exactement quel pourcentage d'étudiants doivent venir dans la fac de lettres de Bordeaux. On ne sait pas, ils ne connaissent pas les établissements, ils ne connaissent pas les emplois du temps, ils connaissent pas. Ils doivent mettre des règles qui ont du sens. 20% des étudiants, ça n'a aucun sens, c'est rien, c'est un chiffre. Ce qui a du sens, c'est respecter au maximum les mesures sanitaires, par exemple, ou éviter de faire en sorte d'éviter que les élèves aient cours le matin et l'après-midi de la même journée en présentiel, comme ça ils ne mangent pas sur place. Ça a du sens, mais juste dire un chiffre comme ça, c'est hyper restrictif, quoi. Je pense qu'on pourrait faire plus que ça en respectant tout autant les gestes barrières. Voilà. Ouais, pour toi, par exemple, le fait d'avoir mis toute une journée aux élèves, c'est pas la meilleure solution vis-à-vis du repas. Mais je sais pas, est-ce que le truc, c'est vraiment une journée par semaine? Ah bah, je sais pas, moi je Je sais pas. reformule ce que tu as dit, hein. Non, non, non. Non, mais du coup, 20%, ça revient à une journée par semaine si tu décales, tu vois. Parce que tu divises par 5.
Et si chacun fait une journée par semaine, chacun a 20% de cours. Mais du coup, la règle, c'est 20%. 20% des effectifs dans l'établissement. Donc ça peut se décliner sous plein de formes. Mais je pense pas que ce soit la meilleure manière de faire, quoi. Il y a des établissements qui ont les capacités de faire plus, ben, autant faire plus. C'est sûr, c'est sûr. J'ai une question qui sort un peu de ce qu'on parlait avant, mais c'est lié plutôt à la question psychologique. Est-ce que la crise a eu un impact sur tes revenus, par exemple avec un job que tu n'as pas pu renouveler ou ce genre de choses? Non, non, j'avais pas de boulot étudiant. Ok. Est-ce alors, ouais, si j'ai ça qui peut être intéressant. Est-ce que tu es inquiète pour ton avenir, mais aussi pour l'avenir étudiant en général? L'avenir, c'est un mot vide maintenant pour moi. On vit tellement au... Moi, je me projette pas à plus de 24 heures. Là, j'ai un truc à rendre pour demain. Voilà, c'est tout. Je ne pense qu'à ça. Donc mon avenir m'inquiète à titre personnel, l'avenir de tous les jeunes m'inquiète, mais surtout l'avenir de la France m'inquiète un peu parce que là, on est en train de creuser une rupture entre les générations et c'est difficile à... Je pense que les jeunes vont s'en remettre, mais je sais pas comment et je sais pas vraiment ce qu'on est en train de faire là. J'ai l'impression qu'il y a un peu un truc de grave qui est en train de se profiler où on ferme les yeux sur notre situation en se disant que bon voilà ça va passer, ensuite on est jeune, on s'en remettra et sûrement qu'on s'en remettra, mais je pense pas qu'on l'oubliera ou qu'on le pardonnera. Je veux pas faire de menaces, hein, mais j'ai peur que ça aboutisse à ça, à une vraie rupture entre les générations. Et sinon, et pour mon avenir personnel, j'y pense pas. Ça m'angoisse trop pour y penser. Donc voilà. Et pour ce qui est de la gestion du gouvernement et notamment de la façon dont ont été priorisées les choses, par exemple les remontées mécaniques dont il parlait plutôt fin décembre à la place de parler de la réouverture des facs, Mm. t'en penses quoi? C'est difficile parce que forcément on est biaisé, nous. Euh, En fait, comment dire, l'argument facile pour jeter la pierre au gouvernement, c'est de dire, de toute façon, tant qu'on n'est pas des acteurs économiques, ils s'en foutent. Et de dire que voilà, on est dans un système néolibéral pourri par le fric et que c'est pour ça qu'ils ont fait passer les étudiants en dernier. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais après, c'était aussi important de garder, une vie économique parce que c'est des vies derrière. Moi, je m'en fous du PIB, mais par contre, je vois les petits commerçants dans mon village ou dans la ville, c'est dur, quoi. Mais non, moi, je pense que pour moi, le vrai souci, c'est que on on n'agit pas en pensant à demain. Et ça, il faut commencer à le faire. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais tu vois, au début, avec les confinements et tout, ça a été assez strict. Donc, c'est pas le pan économique qui a été mis en priorité. Donc, on peut pas trop leur faire la critique libérale sur ce point-là. De toute façon, à chaque fois qu'ils prenaient une mesure, tu avais une partie de l'opinion qui disait ils sont intéressés que par le fric, il faut vraiment confiner parce qu'il faut sauver des vies. Et une partie qui disait mais non, on est en train de détruire la vie économique, c'est horrible, c'est horrible. Donc ils ont un peu balbutié entre les deux. En fait, j'ai aussi l'impression que les mesures, c'est pas forcément des trucs réfléchis et courageux et cohérents. C'est surtout, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui puisse déplaire le moins? Je sais pas si c'est ça. Non, mais je sais pas. Je sais pas trop comment ils réfléchissent.
Mais en tout cas, je pense qu'il faut penser à demain, et pour penser à demain, il faut penser aux jeunes. Est-ce que tu sais qui est Frédérique Vidal et est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Frédérique Vidal, c'est la ministre de l'enseignement supérieur. C'est ça, hein? Tout à fait. Et alors, je t'avoue que j'ai arrêté d'écouter les infos parce que c'est beaucoup trop déprimant. Ce que je sais d'elle, c'est donc ce qu'on m'en dit. Et on m'en dit pas forcément du bien. Je sais qu'elle l'avait dit, je sais plus où, qu'en gros, on ne fait pas rouvrir les facs parce que les étudiants, ils allaient se contaminer en mangeant les bonbons qui restent sur les tables et en se partageant des sucreries. Un truc comme ça. Donc c'est gratifiant, c'est cool quand tu es un étudiant qui depuis un an reste dans ta chambre et essaye de faire des efforts pour sauver des vies, qu'on te dise non, tu peux pas rentrer à la fac parce que sinon tu vas manger des bonbons sur les tables. On voit le niveau de considération qui nous est fait et de confiance. Mais non, je critiquerai pas Frédérique Vidal sinon parce que je connais trop peu. Ok. Bah, j'en ai une autre comme ça. Qu'est-ce que tu penses de la phrase d'Emmanuel Macron? Tu sais, il a dit c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. En 2020. Eh bien, c'est rigolo que tu me poses cette question, parce que du coup, dans notre boycott des galops, on avait proposé de faire un galop alternatif, et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'ont été rédigées les lettres ouvertes sur c'est quoi avoir 20 ans en 2020. Si tu veux, oh, tu veux que je te lise mon introduction? Ça fera un truc un peu littéraire. Mais ouais, ça peut être intéressant, vas-y. C'est court, hein. Allez, vas-y. C'est pile, c'est pile sur le sujet, hein, en tout cas. C'est très pathos, mais bon. À mon avis, tu le couperas au montage, mais c'est pas grave. Avoir 20 ans, donc oui, non, c'est quoi? C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Souvenir ému dans les bouches de nos aïeux, image évocatrice de ce qu'est l'amour à 20 ans dans la caméra de Truffaut, nostalgie profonde dans les paroles d'Aznavour, de Brassens, de Johnny Hallyday, de Ferré. Leurs mots ont bercé notre enfance. Ils nous ont fait attendre avec impatience cet âge si précieux. Enfants, nous regardions nos grands cousins avec des yeux remplis d'admiration. Dans la cour de l'école, nous jouions aux étudiants et nous nous inventions une vie palpitante. Devant la télé, nous jalousions ces jeunes qui enchaînaient conquêtes amoureuses et soirées arrosées. Mais aujourd'hui, enfin, ça y est, nous avons 20 ans. Nous avons 20 ans et pourtant, nous ne retrouvons rien de ce que l'on nous avait promis. Les lieux de la jeunesse, d'abord, ont disparu, les bars, les bancs de l'université, la rue, les terrains de sport, les places, les cinémas, les boîtes de nuit. Ensuite, ces composantes, la découverte, l'apprentissage, la culture, les rencontres, les voyages, les expériences, l'ouverture de nos esprits. Enfin, et c'est le plus insupportable, je crois, c'est son esprit même qui est mort, l'insouciance, l'intensité, la joie, l'amour, la passion, le désir, l'audace, le panache. Déjà, nous sommes en deuil, car nous savons bien que demain il sera trop tard. Nous serons adultes et ce sera fini. La grande tristesse, c'est d'avoir eu 20 ans et de ne les avoir plus, écrivait la romancière canadienne Laure Conant. La tristesse ultime, c'est d'avoir 20 ans et de se dire déjà, il est trop tard. Mais ouais, non, c'est vachement bien écrit. Tu bugs. Ouais, non, tu bugs aussi. C'est bon. C'est Non, ça mais qui est- sinon, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, c'est vrai. C'est vrai que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Et spoiler, je crois que ça va être dur d'avoir 21 ans en 2021 aussi. Je crois que Ça, ça, en fait, on sait bien parce que c'est une phrase qu'on va pouvoir utiliser chaque année pour les gens nés en 2000. Je pense que ça va être dur jusqu'à 2030 au moins. C'est cool. yes, ouais, bah, effectivement, mais ce que tu as écrit, en tout cas, c'est grave cool et c'est grave bien. Parce qu'effectivement, Ton mot est parti. bah, remplace par ce que tu veux. Mais Ah, ouais, ça bug de ouf.
Ouais, tu bloques de ouf aussi, c'est bizarre. Je sais pas trop qui de nous deux inspire l'autre, mais C'est toi, je crois que c'est toi qui est pas. Regarde, t'es en rouge là. Essaye de couper ta vidéo, ouais, hop, je coupe ça. Mais mais j'entends rien. t'es en Mais rouge voilà. aussi. De toute façon, pour ma part, j'avais fini. Je suis en Est-ce que rouge aussi. Allô, allô. Ok. Oui, oui. Je disais, pour ma part, j'avais fini. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais évoquer de plus? Hmm, laisse-moi réfléchir. Je ne fais que ça. Ça va prendre quelle forme votre truc? Bah, tu vois le documentaire qu'on a fait, l'ancien. Oui, ça va être un peu pareil. Ça va être littéralement la même chose, sauf que ça va durer beaucoup moins longtemps, puisque là, on se concentre que sur, normalement que sur l'université. Donc, il va falloir que je vois quand même avec mon ami ce qu'on va faire de toi, Normalement, que sur quoi? que sur l'université, Normalement, que sur. Ah que oui. sur l'université. Mais alors, je sais pas comment Ah, est-ce qu'on en est arrivé à, mais j'avais pas compris que tu n'étais pas de l'université. Je sais pas, je vais relire nos messages parce que je sais pas, mais pour autant, tu as dit mais énormément de c'est choses pas grave, tu peux intéressantes. utiliser mes trucs qui n'ont pas de rapport à mon expérience personnelle. Mais je pense que c'est ce que je vais lui proposer parce que je trouve que ce que tu as dit est très intéressant et surtout, c'est des choses qui n'ont pas été dites par les autres personnes que j'ai pu rencontrer. Donc, ce serait dommage de s'en priver juste parce que même si tu as le même vécu, tu n'es pas sur dans la même organisation, quoi.